Le méchant est l'archétype le plus captivant et le plus intrigant de tous. On sait beaucoup de choses sur la nature sacrificielle de l'archétype du héros et sur son courage à accepter l'appel de l'aventure afin de surmonter ses pires peurs. Le héros, en tant que représentation de la persévérance et de la droiture, occupe toujours le devant de la scène dans une histoire. Cependant, il n'existerait pas sans son pendant nécessaire, le méchant, qui reste dans l'ombre et représente à juste titre l'ombre du héros, les qualités inconnues, refoulées ou cachées. Le méchant reflète des aspects de nous-mêmes que nous n'osons pas reconnaître ou affronter, mais qui sont présents en chacun de nous. Il y a des gens dotés de capacités héroïques qui perdent tragiquement dans la bataille contre leurs démons intérieurs, c'est le héros déchu ou le héros corrompu qui peut devenir un méchant. Le héros réticent, en revanche, est celui qui possède des capacités héroïques mais doute de lui-même, et le héros tragique est celui qui tente de faire quelque chose de bien mais échoue à cause d'une erreur humaine ou d'un pur hasard. Aristote concevait la tragédie comme une mimésie poétique, une imitation des choses telles qu'elles pourraient être, et non telles qu'elles sont. Le but d'une pièce tragique est de provoquer une catharsis ou une purification chez le public, à travers l'expérience indirecte d'émotions intenses chez des personnages de fiction. En créant des sentiments de perte et de terreur chez le public, la pièce tragique peut alors purger ces émotions du public, ce qui a un but thérapeutique. Le même effet peut se produire avec la représentation des méchants, qui, en tant que représentation de l'obscurité qui existe dans la psyché humaine, peuvent nous aider à affronter nos propres peurs. Le mot « méchant » dérive du latin médiéval « villanus » ouvrier agricole ou paysan, qui était associé à une personne de basse naissance ou de statut social, souvent lié à la vie rurale. Le mot a évolué à travers l'ancien français « vilain » et a conservé son sens original mais a également commencé à acquérir des connotations négatives liées au caractère moral. Finalement, le mot méchant en est venu à signifier l'antagoniste du personnage principal d'une histoire et représente les obstacles et les conflits que le héros doit surmonter pour atteindre ses objectifs. On dit qu'une histoire n'est bonne que si elle est bonne, car un ennemi puissant oblige un héros à relever le défi. Ainsi, l'absence de méchants rend l'histoire ennuyeuse et sans vie. Les méchants sont toujours des adversaires dignes et redoutables, souvent aussi puissants, voire plus puissants que le héros. Les méchants se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Le plus ancien prédécesseur du méchant peut être décrit comme une force du mal purement instinctive, sombre et chaotique qui produit le chaos et la destruction sans aucun égard pour la moralité. Cette force hostile défie l'ordre de la société. Fréquemment, nous voyons cette force instinctive représentée dans les histoires sous la forme de monstres, de dragons, de bêtes et même de certains animaux. Ces personnages sont dépourvus de ce que Sigmund Freud appelle le surmoi, les règles conventionnelles et la morale que les humains doivent suivre, qui contrôlent notre sens du bien et du mal, nous aidant ainsi à nous intégrer dans la société. L'épopée de Gilgamesh, l'une des premières œuvres littéraires connues, basée sur des contes sumériens plus anciens, daterait de 2100 à 2000 avant Jésus-Christ. Dans l'histoire, le héros légendaire Gilgamesh est décrit comme un dirigeant fier et tyrannique. Les dieux envoient l'homme sauvage Enkidu pour contrebalancer Gilgamesh et l'humilier, et ils finissent par devenir amis. Gilgamesh et son compagnon affrontent un Baba, un gardien monstrueux et redoutable de la forêt de cèdre, un lieu sacré et reculé où résident les dieux. Après l'avoir affronté et vaincu, les dieux sont en colère. Ils tuent ensuite le taureau du ciel, envoyé pour les attaquer par Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Le massacre du taureau conduit les dieux à condamner à mort Enkidu, le héros puissant qui meurt prématurément. Cette mort provoque chez Gilgamesh un chagrin inconsolable et devient le catalyseur de sa propre peur de la mort, qui déclenche sa quête de l'immortalité. Dans l'épopée grecque d'Homère, l'Odyssée, écrite au 8e siècle avant Jésus-Christ, Ulysse et ses hommes pénètrent dans la caverne du cyclope Polyphème et se servent de la nourriture du cyclope pendant son absence. Mais au lieu de partir, Ulysse décide de rester et d'attendre le cyclope, car il pourrait leur offrir des cadeaux en signe de bonne volonté, car tel est le droit des étrangers. Lorsque le cyclope revient, il est en colère et mange certains de ses hommes. Ulysse élabore un plan d'évasion, dans lequel il aveugle le cyclope et se présente comme personne. Lorsque Polyphème appelle à l'aide, il répond que personne ne lui fait de mal, ce qui permet à Ulysse et à ses hommes de s'échapper. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir avec ses hommes, Ulysse se moque du cyclope et révèle avec vantardise son vrai nom, un acte d'orgueil qui lui vaudra d'être maudit par Poséidon. Dans ces contes antiques, l'accent est mis sur le héros et son voyage, plutôt que sur ses caractéristiques ou celles des individus que le héros rencontre. Bien qu'il n'y ait pas de méchant clairement identifié, le héros est dépeint comme un personnage complexe, doté de traits à la fois positifs et négatifs. Dans d'autres histoires, les méchants sont des antagonistes. Par exemple, dans le poème épique en vieil anglais Beowulf, composé entre 700 et 1000 après Jésus-Christ, le monstre ressemblant à un troll Grendel attaque et dévore les habitants de la salle à hydromel de héros chaque nuit depuis 12 ans. Car il ne peut supporter leurs cris de joie et de célébration et est pris d'une jalousie haineuse. Beowulf arrive et tue le monstre à main nue.
Grendel est décrit comme un descendant de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, et le premier meurtrier selon l'Ancien Testament, qui, dans un accès de colère et de jalousie, tua son frère Abel. En guise de punition, Caïn fut condamné à une vie d'errance. Dans Othello, écrit au début du XVe siècle, Shakespeare s'intéresse en profondeur au rouage du méchant Iago. Il est le bras droit d'Othello, qui complote sa chute en utilisant sa connaissance intime des peurs de son ami pour provoquer sa disparition. C'est un maître manipulateur et trompeur, qui sème les graines du doute et de la jalousie, conduisant à la mort tragique de plusieurs personnages. Le plus grand archétype du méchant est peut-être Lucifer, le plus brillant et le plus aimé des anges, qui s'est rebellé contre Dieu et a été chassé du paradis, devenant le diable, la personnification du mal absolu. Il apparaît sous la forme du serpent du jardin d'Éden, qui tente les premiers humains à commettre un acte d'orgueil, ce qui conduit au premier acte de désobéissance et à la chute du paradis. Dans Le Paradis perdu, publié en 1667, John Milton dépeint Satan comme un personnage ambivalent dont la rébellion contre Dieu est motivée par un désir d'indépendance et un refus de se soumettre à ce qu'il perçoit comme une tyrannie. Il a déclaré avec humour « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». Dans le Faust de Goethe publié au début du XIXe siècle, le méchant est Méphistophélès, un démon qui apparaît à Faust dans ses moments les plus désespérés. Il propose à Faust un pacte de sang par lequel il lui fera découvrir les plaisirs de la vie en échange de son âme. Faust, doutant de cette promesse, accepte le contrat, symbolisant la nature séduisante du mal. Faust, cependant, se concentre sur la vertu et l'amélioration de la vie des gens qui l'entourent. Bien qu'il connaisse un moment de bonheur, son âme est finalement sauvée par ses actions. Il est intéressant de noter que la persistance du méchant à tenter Faust et la réticence de ce dernier à céder conduisent à son salut. Le roman Frankenstein de Mary Shelley, paru en 1818, dépeint le savant fou Victor Frankenstein créant une créature sensible en réanimant des tissus morts, pour ensuite être horrifié par les conséquences de ses actes et abandonner la créature. La créature se compare à Lucifer, l'ange déchu tel que représenté dans Le Paradis perdu. Il ne comprend pas pourquoi il a été désavoué et aliéné par la société, et pourquoi les gens le craignent et le méprisent. Lorsqu'il voit son reflet dans une piscine, il se rend compte que son apparence est hideuse, et cela l'horrifie autant que les humains. La créature s'est attachée à une famille pauvre et a secrètement effectué des tâches pour les aider. Finalement, il s'est rapproché de la famille dans l'espoir de se lier d'amitié avec eux, mais il a été attaqué et a dû fuir. Il devient furieux de la façon dont il est traité et perd tout espoir d'être un jour accepté par les humains, ce qui déclenche sa folie meurtrière. C'est le méchant tragique. Le roman d'horreur gothique Dracula de Bram Stoker publié en 1897 dépeint un méchant classique de la littérature. Dracula est un vampire doté de pouvoirs surnaturels qui s'attaque à des personnes innocentes, transformant les autres en vampires par une morsure et un échange de sang. Le professeur Van Helsing et son groupe se rendent en Transylvanie à la recherche de Dracula, qui est finalement vaincu. Dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, publié au milieu du XXe siècle, Frodon Sake, le héros, est confronté à un dilemme moral lié au personnage de Gollum, qui est présenté comme un méchant pendant une grande partie de l'histoire. Autrefois connu sous le nom de Sméagol, il a été corrompu par les pouvoirs de l'anneau unique, incarnation du pouvoir et de la volonté du Seigneur des Ténèbres Sauron, faisant l'expérience de son pouvoir destructeur et de sa capacité à corrompre le cœur de ceux qui le possèdent. Toute son existence tourne désormais autour de son précieux anneau, qui symbolise tout notre potentiel de corruption, d'avidité, de pouvoir, d'égoïsme, etc. Frodon, dans sa quête pour détruire l'anneau et sauver la Terre du Milieu, est accompagné de Gollum. Alors qu'ils atteignent le précipice du mont du destin, où l'anneau doit être détruit, Frodon hésite à le détruire. Il reconnaît les parallèles entre le voyage de Gollum et le sien. Tous deux sont accablés par l'anneau et son influence corruptrice. Sa décision de ne pas tuer Gollum reflète son désir d'éviter de devenir comme lui et de succomber aux mêmes ténèbres. Frodon s'empare alors de l'anneau. Gollum, cependant, mord rapidement son doigt et vole l'anneau, mais, dans l'acte, perd l'équilibre et tombe dans le gouffre de feu du mont Doom. Son rôle involontaire dans la destruction de l'anneau contribue à la défaite globale du pouvoir obscur. Le méchant tragique devient le héros. C'est peut-être le meilleur exemple de catastrophe, bonne catastrophe, un mot inventé par Tolkien pour décrire un retournement soudain de situation dans lequel le protagoniste est sauvé de ce qui semble être une fin inévitable, créant un effet de joie bien plus puissant et poignant. Avec l'essor populaire du genre des bandes dessinées de super-héros au milieu du XXe siècle, des personnages fantastiques de la mythologie ont trouvé leur place dans la culture américaine. Cependant, contrairement aux héros épiques du passé, qui, bien qu'ils aient été des modèles pour des générations, occupaient une zone grise en termes de moralité, les super-héros américains sont devenus des piliers absolus de justice, de droiture et de bonté, tandis que les super-vilains ne sont pas devenus surhumains mais, par manque de sympathie, de conscience, de loyauté et de bonne volonté, inhumains. C'est peut-être la conséquence d'un monde dévasté par la guerre, la pauvreté et l'injustice.
Les super-héros sont devenus le symbole du triomphe du bien sur le mal. L'espoir, l'optimisme et l'intrépidité sont devenus les phares de l'humanité. À cette époque, les aventures du héros perdaient de leur importance et l'accent était mis sur la personnalité du personnage. Dans une culture laïque, scientifique et rationnelle, dépourvue de tout leadership spirituel convaincant, les histoires de super-héros parlent haut et fort de nos plus grandes peurs, de nos désirs les plus profonds et de nos plus hautes aspirations. Ils n'ont pas peur d'être pleins d'espoir, n'ont pas honte d'être optimistes et sont totalement intrépides dans l'obscurité. Ils existent pour résoudre des problèmes de toutes sortes et on peut toujours compter sur eux pour trouver un moyen de sauver la situation. Dans le meilleur des cas, ils nous aident à affronter et à résoudre même les crises existentielles les plus profondes. Au fil du temps, les méchants ont lentement acquis une personnalité plus complexe et à plusieurs niveaux. Tout comme le héros peut nous aider à résoudre nos crises existentielles, on peut en dire autant du méchant. Tous les méchants ne sont pas des pécheurs et tous les héros des saints. De nombreux personnages dépassent cette classification étroite. De nos jours, les méchants peuvent même devenir sympathiques et posséder des qualités rédemptrices, ce qui rend certains d'entre eux étrangement sympathiques malgré leurs intentions malveillantes et leurs actions immorales, remettant ainsi en question nos notions traditionnelles du bien et du mal. Ce type de méchant n'a jamais existé à un tel degré au XXIe siècle, symbolisant un changement majeur dans l'inconscient collectif, qui témoigne d'une expérience psychologique commune à tous. Ce personnage est appelé l'anti-héros. L'anti-héros est un personnage moralement plus ambigu que le méchant, à la différence qu'il peut être le protagoniste d'une histoire. L'anti-héros se comporte comme un héros conventionnel, mais il est généralement inadapté, non conformiste, manque de courage, a une touche de cynisme ou une qualité blessée. Il peut être un paria ou un méchant du point de vue de la société, mais avec lequel le public ou le lecteur peut sympathiser. Nous nous sommes tous sentis à un moment ou à un autre comme des étrangers. L'anti-héros cherche désespérément à appartenir à un groupe et tend à être motivé par le désir d'être accepté, d'être aimé, de faire partie d'un groupe. Il a aussi généralement des qualités rédemptrices qui le rendent attachant. L'écrivain russe Fyodor Dostoïevski est passé maître dans l'art de représenter des anti-héros. Dans Crime et Châtiment, publié en 1866, l'anti-héros Raskolnikov est un ancien étudiant maladif et pauvre, incapable de payer ses études et de subvenir aux besoins de sa famille. Il traverse des angoisses mentales et des dilemmes moraux. Puisqu'il croit que Dieu est mort, il doit devenir lui-même Dieu, ce qui correspond à son idée d'être un homme extraordinaire capable de franchir les limites morales sans mauvaise conscience. Il décide de tuer une vieille femme riche et méchante qui profite des autres, mais ce faisant, sa demi-sœur entre et Raskolnikov, choqué, la tue également. Le reste du roman aborde la psychologie de ce qu'implique un meurtre. L'anti-héros entre dans des périodes de délire et fait une série de rêves dérangeants. En plus du meurtre, il a également tué une partie de lui-même. Le méchant moderne a généralement une sorte de trait physique ou psychologique qui le distingue, une apparence unique, un rire menaçant, un sourire sinistre, une histoire tragique, etc. Les méchants ont généralement des cicatrices, qui ne sont pas seulement des blessures physiques, mais aussi un rappel omniprésent de leur éducation difficile, de la douleur et du traumatisme psychologique qu'ils ont dû traverser et avec lesquels ils doivent apprendre à vivre, une division intérieure dans leur âme. Il est difficile de ressentir quoi que ce soit, quand on n'a connu que la douleur. Cela peut les amener à croire que ce n'est qu'en exerçant un contrôle sur les autres qu'ils peuvent trouver un sentiment de sécurité et de rédemption. Les personnages méchants peuvent provoquer chez l'individu des montagnes russes émotionnelles, on peut les mépriser puis, plus tard, sympathiser avec eux au fil de l'histoire. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été heureux, tristes, effrayés ou même en colère contre un personnage en raison de ses choix et de ses actions. De telles émotions peuvent devenir suffisamment puissantes et convaincantes pour nous donner l'impression que nous participons nous-mêmes à l'histoire. L'un des méchants les plus connus de la culture populaire est le Joker, qui incarne l'humour et le divertissement chaotique, bien que de manière maniaque. L'intérêt récent pour ce personnage a cependant détourné l'attention du parcours typique du héros. Dans Batman, The Killing Joke d'Alan Moore, le Joker, avant de devenir le Joker, est un humoriste de stand-up qui lutte pour subvenir aux besoins de sa femme enceinte. Il se reproche de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et participe à un braquage en tant que Red Hood. Face aux difficultés de la vie, on est obligé de faire un certain choix, qui peut aller à l'encontre des normes sociales et de la morale. Lorsque Batman arrive, le comédien terrifié tombe dans un réservoir de déchets chimiques, ce qui le défigure. Ce fait, combiné à la mort accidentelle de sa femme enceinte, donne naissance au Joker, un homme mentalement instable. Souvent, les gens choisissent la comédie comme mécanisme de défense pour évacuer les sentiments de rage et d'agressivité refoulés. C'est le triste paradoxe du clown. Les victimes de maltraitance peuvent utiliser l'expression comique pour faire face à un traumatisme et à des problèmes mentaux. Le Joker dit à Batman « J'ai démontré qu'il n'y a aucune différence entre moi et les autres. Il suffit d'une mauvaise journée pour réduire l'homme le plus sain d'esprit au rang de fou. »
Voilà à quel point le monde est loin de là où je me trouve. Juste une mauvaise journée, tu as eu une mauvaise journée une fois, n'est-ce pas? Je sais que c'est le cas. Je peux dire que tu as eu une mauvaise journée, et tout a changé. Sinon, pourquoi se déguiser en rat volant? Il faut continuer à faire comme si la vie avait un sens, qu'il y avait un sens à toutes ces difficultés. Le Joker veut transformer le monde à son image, il cherche à rendre le monde compréhensible en le transformant en une parodie tordue de lui-même. Il ne se rend peut-être pas compte qu'il est la parodie tordue du monde et qu'il projette inconsciemment ses propres expériences sur tout le monde, en particulier sur Batman, auquel il fait remarquer qu'il a lui aussi un comportement fou dû à une mauvaise journée et que Batman a sûrement lui aussi perdu quelqu'un d'important. Ces deux remarques se révèlent vraies. Batman, témoin du meurtre de ses parents, a juré de débarrasser Gotham City du crime. Batman propose au Joker une issue à la vie de crime qu'il mène et lui dit que ce sera peut-être sa dernière chance, sinon leur antagonisme entraînera la mort de tous les deux. Le Joker refuse et propose une analogie sous forme de blague pour expliquer pourquoi il ne peut s'empêcher de faire ce qu'il fait. Il raconte l'histoire de deux aliénés dans un asile qui s'évadent et tentent de sauter par-dessus les toits pour s'échapper. Le premier interné fait le saut, tandis que le second a trop peur de traverser. Alors, le premier gars a une idée, il dit qu'il va éclairer l'espace entre les bâtiments avec sa lampe de poche et qu'il peut marcher le long du faisceau lumineux pour le rejoindre. Le deuxième gars secoue la tête et dit « Tu me prends pour un fou. Tu l'éteindrais quand j'en aurais fait la moitié. » Dans ce magnifique moment doux amer, le Joker et Batman se connectent enfin lorsqu'ils réalisent tous deux leur folie relative et partagent un rire face à l'inévitabilité tragique de leur spirale descendante commune. C'est là que réside le trait clé du Joker, l'hypersanté mentale. Loin d'être fou, comme on le pense souvent, le Joker a une conscience accrue de la réalité, ce qui est néanmoins toujours considéré comme un défaut mental. Le Joker existe pour résoudre ce qu'il considère comme un problème social répandu, le manque de conscience de la grande farce de la vie, et il renverse ainsi la réalité et remet en question les notions conventionnelles du bien et du mal. Soit vous mourrez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir un méchant. Les méchants sont souvent associés à l'obscurité, le Seigneur des Ténèbres Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Ténèbres Voldemort dans la série Harry Potter et Dark Vador dans Star Wars qui maîtrisent le côté obscur de la force. Ces méchants ont tous quelque chose en commun, la destruction, la domination et la quête du pouvoir. Il y a quelque chose de fascinant et de séduisant dans le côté obscur qui prend le contrôle total de l'esprit. On peut considérer Sauron comme une représentation du mal incarné. Sauron est l'archétype d'une force sombre et malveillante. Tolkien, tout en niant l'existence du mal pur, a déclaré que Sauron s'en rapprochait le plus possible. Bien que Sauron ne soit pas une présence physique constante, sa force et son influence sont toujours ressenties. Ceci est symbolisé par l'œil, qui n'est pas une représentation physique mais métaphysique de Sauron. Voldemort est marqué par un manque d'empathie et une soif de pouvoir depuis l'enfance. Né d'un amour artificiel provoqué par un filtre d'amour, Dark Vador a fini dans un orphelinat, ce qui pourrait expliquer son incapacité à ressentir de l'amour. Dark Vador, en revanche, est un méchant plus complexe. Connu à l'origine sous le nom de chevalier Jedi Anakin Skywalker, sa chute en disgrâce est alimentée par un attachement et une peur de perdre ses proches, par la manipulation de l'empereur Palpatine, le seigneur noir des Sith, par un désir de pouvoir, par la colère et la frustration, et par une défaite en duel contre son ancien mentor et ami Obi-Wan Kenobi qui le blesse gravement. Ces facteurs combinés le conduisent à succomber au côté obscur de la Force. Dark Vador est un méchant tragique, comme on le verra plus tard lorsqu'il décide de sauver son fils en vainquant son maître, lui infligeant des blessures mortelles. Tout comme le parcours du héros, popularisé par l'écrivain américain Joseph Campbell, nous avons également le parcours du méchant. Les héros comme les méchants vivent un événement déclencheur important, rencontrent des obstacles, reçoivent l'aide de leurs acolytes et connaissent des succès et des revers au cours de leur quête. Le voyage du méchant commence généralement par un éloignement de sa communauté, ce qui crée une blessure émotionnelle. Au cours d'une série d'épreuves, le méchant choisit de se défendre contre la communauté, la trahison et la cruauté au lieu de l'amitié et de l'héroïsme. De son point de vue, le méchant est le héros de son propre mythe ou de son histoire. Un méchant peut accélérer l'acceptation de l'appel à l'aventure par le héros en menaçant ou en blessant un proche du héros, balayant toute hésitation à quitter le confort du monde ordinaire et à entrer dans le monde spécial, qui est entouré de pièges, d'obstacles et de points de contrôle. La façon dont le héros les affronte fait partie du test. Ainsi, le méchant n'est pas seulement le danger qui existe à l'extérieur du héros, mais aussi le danger qui existe à l'intérieur du héros, dans son inconscient. En combattant le méchant, le héros surmonte à son tour sa part la plus sombre. Le méchant donne au héros une raison d'entreprendre un voyage dans le but d'atteindre une mort et une renaissance psychologique, d'acquérir de nouvelles connaissances sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Les héros et les méchants représentent respectivement nos vertus et nos vices.
Alors que Superman utilise ses capacités surhumaines pour servir les autres, Lex Luthor utilise son génie et sa richesse pour servir avec arrogance son propre ego. Alors que Sherlock Holmes utilise son extraordinaire raisonnement déductif pour résoudre des affaires criminelles complexes, Moriarty utilise son génie pour orchestrer et organiser des activités criminelles, et tandis que Luke Skywalker utilise la Force pour protéger la galaxie, Dark Vador utilise la Force pour dominer la galaxie. Bien que le héros et le méchant soient des personnages extérieurs, des représentations du bien contre le mal, dans un sens plus profond, ils sont des archétypes, des dépôts d'expériences constamment répétés de l'humanité. C'est-à-dire des modèles de comportement hérités de l'inconscient collectif. Psychologiquement, le méchant n'est pas une force à vaincre, mais plutôt une partie intégrante de l'existence du héros, l'un ne pouvant vivre sans l'autre. Malgré leur mépris l'un pour l'autre, ils comprennent inconsciemment que leur antagonisme leur donne un but. Le concept d'altérité, de qualité d'être différent, est important à intégrer. Le soi et l'autre doivent être acceptés simultanément, ce qui dévoile le monstre comme nul autre que soi-même. Lorsque le héros fonde toute son identité et sa raison d'être sur la traque du méchant, une fois cet objectif atteint par la mort de ce dernier, il peut éprouver une perte de but et une crise d'identité, entraînant des sentiments inquiétants de fragmentation et d'inutilité. Ainsi, lorsque le héros a une chance de vaincre le méchant, il hésite, ce qui contredit son désir de le tuer jusqu'à ce point. Le plus grand désir du héros n'est pas de vaincre le méchant, mais que celui-ci soit racheté, ce qui conduit à l'intégration de l'archétype du méchant. Nous avons tous le potentiel de devenir des héros ou des méchants. Les mêmes expériences qui font un héros peuvent aussi faire un méchant. En fait, les héros et les méchants endurent le même parcours et les mêmes épreuves. Alors, quelle est la principale différence entre eux? Le héros est altruiste et le méchant est égoïste. C'est ce que montre brillamment le 3e épisode des films Star Wars, où Anakin a une conversation avec Palpatine. Palpatine, les Sith et les Jedi sont similaires à presque tous les égards, y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Anakin, les Sith comptent sur leur passion pour leur force. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Palpatine, et les Jedi non? Anakin, les Jedi sont altruistes. Ils ne se soucient que des autres. Face à la tentation, un héros la rejettera, tandis qu'un méchant y succombera. Cette voie de la tentation est aussi vieille que l'humanité elle-même, représentée par le serpent dans le jardin d'Éden. Le méchant est blessé par le monde et lui fait du mal en retour, perpétuant ainsi le cycle. Puisque le monde est en désordre, dit-il, autant qu'il brûle. Tout comme un miroir brisé fait apparaître les choses déformées et fragmentées, ceux qui sont brisés intérieurement voient le monde comme brisé. Il est important de guérir cette blessure intérieure. Le héros, en revanche, est blessé par le monde mais ne souhaite jamais de douleur aux autres, il transforme la souffrance en guérison, devenant un guérisseur blessé. Dans les romans fantastiques Harry Potter, Harry et Voldemort étaient tous deux des orphelins solitaires qui ne recevaient pas beaucoup d'affection ni de réconfort. Ils aspiraient donc à être découverts et reconnus à leur juste valeur. Ils ont tous deux développé leur propre façon de faire face à cette situation et sont devenus des opposés. Dans une partie d'échecs, quelqu'un doit prendre les pièces noires. La liberté, c'est ce que l'on fait de ce qui nous a été fait. Nous ne pouvons pas changer les cartes qui nous sont distribuées, mais seulement la façon dont nous jouons nos cartes. Il est également vrai que le monde est souvent rempli d'injustice et que, bien souvent, ce n'est pas la nature mais l'éducation qui fait qu'une personne devient mauvaise. Dans ce cas, les méchants ne naissent pas, ils sont créés. Ils sont le produit d'une société corrompue et décadente. C'est pourquoi nous admirons parfois secrètement ces personnages où nous nous identifions, car ils sont l'archétype des rebelles qui se moquent d'une société injuste, enfreignent les normes sociales et défient l'autorité. Certains d'entre eux sont désillusionnés par la corruption de la société et sont devenus des hors-la-loi, opérant dans l'ombre de la loi et de l'ordre. Il est plus sage de comprendre les motivations d'une personne plutôt que de juger ses actes. Nous pouvons le faire en nous mettant à sa place et en imaginant ce qu'elle a dû endurer pour commettre des actes atroces. L'arc de rédemption de chaque méchant commence par son histoire d'origine. Souvent, lorsque nous examinons le passé des personnes en difficulté, nous voyons quelqu'un qui est seul, blessé et effrayé. Lorsque nous voyons la vie à travers le prisme de la douleur, nous voyons des ennemis partout. Les méchants nous aident à examiner notre psyché et à décider ce que nous aurions fait à leur place. Même si l'on peut être influencé négativement par les autres, on peut toujours dire que son plus grand ennemi a toujours été soi-même, et tant qu'on ne l'a pas vaincu, on ne peut pas aller plus loin. C'est le chemin de la découverte de soi. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Le méchant est souvent le reflet des aspects sombres de l'humanité, incarnant des qualités qui sont mauvaises, nuisibles, cupides, égoïstes et destructrices. Beaucoup d'entre nous lisent les histoires de méchants avec grand intérêt, et nous les trouvons à la fois terrifiantes et fascinantes. C'est parce qu'elles représentent certains contenus de notre inconscient.
il est beaucoup plus facile de projeter le mal sur les autres et de nier notre capacité à faire le mal. Il est courant qu'une personne ou un groupe de personnes se croient les bons et projettent le mal sur les autres, annulant ainsi toute non-agression de l'adversaire. L'autre est nécessairement l'ennemi ou le méchant, qui doit être vaincu par tous les moyens. C'est évidemment une approche trop unilatérale, car psychologiquement, nous avons à la fois des qualités bonnes et mauvaises. L'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn affirme « La ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui est prêt à détruire un morceau de son propre cœur. Le mal ne peut être tué, il ne peut être détruit. Car il n'est rien d'autre que ce qui réside en chacun de nous. La dualité est une caractéristique de la nature humaine, ainsi, l'unilatéralité est une forme de déshumanisation. Le fait est que nous sommes tous capables de faire le mal, mais la plupart d'entre nous choisissent de ne pas le faire. Chez le méchant, cependant, le mal, la déshumanisation et l'unilatéralisme se complètent et se renforcent mutuellement. Cela expliquerait ses caractéristiques de pouvoir, d'orgueil, d'égoïsme, etc. De même, une vision unilatérale des caractéristiques héroïques, courage, compassion, humilité, etc., ne rend pas compte de l'ensemble de l'expérience humaine. Notre objectif est d'équilibrer ces dualités en nous-mêmes. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde dépeint la dualité de la nature humaine en montrant les deux facettes d'un même homme. Les personnes qui semblent bonnes en apparence ont parfois une nature terriblement mauvaise. Le docteur Jekyll, un homme bien élevé, a passé toute sa vie à se mettre un personnage, un masque social, et à réprimer des pulsions maléfiques qui sont mal vues par la société. Il crée une potion pour tenter d'éliminer ce mal caché de lui-même. Cependant, ce faisant, il se transforme en Éméride, une personnification de toutes ces pulsions maléfiques. Finalement, ce côté sombre de sa psyché devient si fort et si puissant que le docteur Jekyll doit compter sur la potion pour retrouver la conscience de son moi conscient. Monsieur Hyde représente le méchant ou l'archétype de l'ombre qui sommeille en chacun de nous. Il déclare « Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas plus mauvais que toi. Nous sommes les mêmes. » Alors que Monsieur Hyde représente le méchant ou l'ombre personnelle, la personnification du mal absolu est l'ombre collective ou le diable. Le psychiatre et psychologue suisse Carl Jung écrit « Avec un peu d'autocritique, on peut voir à travers l'ombre dans la mesure où sa nature est personnelle, il est tout à fait possible pour un homme de reconnaître le mal relatif de sa nature, mais c'est une expérience rare et bouleversante pour lui de regarder en face le mal absolu. Intégrer notre ombre personnelle peut nous amener à prendre conscience de l'ombre collective et à ne pas en devenir la proie. Il faut cependant être prudent. Nietzsche écrit dans Par-delà le bien et le mal, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas en devenir un lui-même. Et quand tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme te regarde en retour. Chaque lumière projette une ombre, et chaque héros a un méchant. Danka d'Ursula. Dans le livre de Le Guin, Un sorcier de la terre et de la mer, cette idée est concrétisée par le fait que le jeune sorcier Jed doit combattre une ombre qu'il a amenée au monde, un produit de son côté sombre et incontrôlable. L'ombre l'attaque et lui laisse une cicatrice au visage, jusqu'à ce qu'elle soit chassée. Cette cicatrice lui fait mal chaque fois que l'ombre est près de lui, tout comme la cicatrice d'Harry Potter causée par Voldemort. Jed rejette l'ombre et passe la majeure partie de son aventure à la fuir, au lieu d'en tirer des leçons. Finalement, il affronte son ombre et la reconnaît comme une partie de lui-même. Ce faisant, il fusionne avec elle, guérit et devient entier. C'est un exemple littéraire clair de la façon dont l'intégration de l'ombre marque le premier pas vers l'individualisation, le chemin vers la maturation psychologique et la plénitude. Il n'y a peut-être rien de plus satisfaisant qu'un méchant racheté, quelqu'un qui est blessé par la vie et qui blesse par conséquent les autres, mais qui finit par changer d'avis et se transforme en une meilleure personne. L'arc de la rédemption du méchant n'est pas seulement un procédé narratif captivant, il nous montre également ce qui est possible en nous-mêmes, nous permettant de visualiser notre potentiel ultime. Les méchants montrent souvent leur côté attirant avant leur côté répulsif. Ils sont capables de refléter ce qui est considéré comme le plus charmant dans la société afin de séduire les gens et d'atteindre leurs objectifs. La psychologie du méchant peut être mieux explorée dans les traits dits de la triade noire, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Le terme narcissisme tire son origine de Narcisse, un personnage de la mythologie grecque connu pour sa beauté. En regardant son reflet dans un étang, il tomba amoureux de sa propre image. Le narcissisme est un trouble de la personnalité qui comprend un sentiment exagéré d'importance personnelle. Ces personnes se sentent supérieures aux autres, sont préoccupées par des fantasmes grandioses et exagèrent généralement leurs réalisations et leurs talents. Les narcissiques ont besoin d'une attention et d'une admiration constante de la part des autres et réagissent négativement aux critiques. Ils sont orgueilleux, arrogants et manquent d'empathie. Un machiavélique est quelqu'un qui utilise des méthodes astucieuses mais souvent malhonnêtes pour obtenir le pouvoir ou le contrôle. S'il existe une caractéristique déterminante de cette personnalité, c'est la manipulation.
Ce trait psychologique doit son nom à Niccolò Machiavelli, l'un des grands méchants de l'histoire, surtout connu pour son traité politique Le Prince, qui suggère que les actes immoraux sont justifiés s'ils peuvent aider à atteindre la gloire politique. Les machiavéliques ne se caractérisent pas seulement par leur capacité à manipuler, mais aussi par leur indifférence à la morale, leur manque d'empathie et leur focalisation stratégique sur leurs propres intérêts. Pour Machiavel, un dirigeant efficace ne doit pas s'efforcer d'atteindre la bonté et la justice, mais plutôt de maintenir son pouvoir. C'est l'homme fort qui impose sa volonté aux autres, et c'est la définition de la justice. Il a déclaré que l'on doit être craint et aimé, mais que si l'on devait choisir, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ce qu'il faut éviter à tout prix, en revanche, c'est d'être haï, car cela conduirait à être renversé par le peuple, ce qui entraînerait la perte de son pouvoir ou la mort. Ainsi, Machiavel nous dit que l'on doit paraître bon aux yeux des gens. Derrière les portes closes, on peut toutefois élaborer toutes sortes de machinations, poignarder les autres dans le dos ou les tromper. Dans la vraie vie, le criminel psychopathe est probablement le plus proche du méchant idéal. La psychopathie est la plus récente des triades sombres et comprend une forte impulsivité et une recherche de sensations fortes ainsi qu'une faible empathie et une faible anxiété. Les psychopathes se caractérisent par un comportement antisocial, de l'égoïsme et de l'absence de remords. Ils n'ont ni véritable amour ni amis, car ils manquent d'empathie et sont froids. Malgré leurs origines diverses, les personnalités qui composent la triade noire se chevauchent. Ces trois personnages sont des êtres socialement malveillants, caractérisés par des tendances comportementales à l'autopromotion, à la froideur émotionnelle, à la duplicité ou à la tromperie et à l'agressivité. Nous allons maintenant examiner certaines des images archétypiques les plus courantes du méchant. Le tyran est un dirigeant cruel, injuste et autoritaire qui a un appétit insatiable pour le pouvoir, qui peut apparaître chez n'importe quelle personne, mais qui est illustré par les dictateurs, les chefs de secte, les seigneurs du crime, les fanatiques religieux, les politiciens corrompus, etc. Le problème est que le pouvoir est insatiable, c'est une soif inextinguible. Peu importe la quantité de pouvoir que l'on obtient, on sera toujours insatisfait et on en voudra toujours plus. Le peuple du tyran n'est que des pions pour lui, et il conquiert et écrase impitoyablement ses ennemis. Il est l'opposé du leader humble ou bienveillant. La force du despote réside dans son orientation vers un objectif, quel qu'il vise, il l'atteindra. Il reste concentré et décisif, et peut résoudre un dilemme en quelques minutes. Mais cela peut aussi être source d'entêtement. Parfois, il est tellement concentré sur la mission qu'il attend qu'il oublie de penser à une cause perdue. Même lorsqu'une bataille est terminée, il peut continuer à se battre. Ainsi, des décisions hâtives et sans réflexion peuvent conduire à sa chute. Le tyran est antipathique et ne se soucie pas des malheurs des gens. Il s'irrite lorsque les décisions ne sont pas prises de la bonne manière. Un coup porté à son orgueil peut le conduire à une conduite irrationnelle. L'orgueil est un masque pour le dégoût de soi, dit le tyran, si je n'y parviens pas, je mérite de souffrir. Il est motivé par une peur secrète, la peur de perdre le contrôle de son pouvoir, qui peut également se manifester par une détermination à contrôler tout le monde autour de lui. Sa soif de pouvoir peut être une compensation à son complexe d'infériorité. L'échec fait partie de la vie. Le héros l'accepte avec dignité, le tyran le combat. Sans humilité, on devient vite arrogant. L'amour-propre et l'humilité vont de pair. Le héros est un homme au sens du sacrifice, une qualité qui manque aux tyrans. Le refus de cette soumission désintéressée est ce qui fait les tyrans. Joseph Campbell écrit « Le héros d'hier devient le tyran de demain, à moins qu'il ne se crucifie aujourd'hui ». Un autre type de méchant est le rancunier, dont la principale caractéristique est qu'il brûle de ressentiment et aspire à la vengeance. Parfois, il s'agit du frère aîné d'un enfant plus aimé par ses parents. Il est jaloux et envieux de l'affection que ses parents lui témoignent et il manigance de manière obscure pour montrer à ses parents qu'il vaut plus. Peut-être était-il le mouton noir de la famille. L'enfant préféré est né chanceux, est intelligent, beau et reçoit toute l'attention. L'autre, c'est qu'il a eu de la chance d'être né. Cela peut être dû à un traumatisme intergénérationnel, par lequel la dynamique familiale dysfonctionnelle se transmet d'une génération à l'autre. Les familles dysfonctionnelles et le manque de modèles positifs ou de relations de soutien peuvent alimenter des tendances malveillantes. Le rancunier vient probablement d'une famille où il a été maltraité, négligé ou rejeté, et développe un traumatisme ou un complexe négatif, un ensemble d'idées ou d'images chargées d'émotions. Il peut également avoir vécu la perte d'un être cher ou une trahison personnelle. Ces expériences négatives peuvent créer des émotions profondes et non résolues qui déclenchent des sentiments de colère et un désir de vengeance. La méchanceté d'une personne devient un exutoire pour ses émotions non résolues, une façon d'extérioriser son trouble intérieur sur le monde extérieur. Le rancunier annonce fièrement ses actions rebelles contre l'injustice de la vie. Il est indépendant, audacieux et a une forte conviction dans ses croyances et ses valeurs. Il n'oublie jamais et même si seul le ressentiment demeure,
il garde sa rancune avec fierté, une tentative désespérée de gagner un sentiment d'importance dans un monde qui l'a trahi. Il peut être dur et méchant, mais aussi charismatique et est généralement débrouillard. Ses points faibles sont son pessimisme, son amertume, sa volatilité et surtout sa jalousie. Le traître est le méchant qui trahit ceux qui lui font le plus confiance. C'est un manipulateur ou un personnage machiavélique. Malgré des sourires encourageants et des oreilles compatissantes, il complote la destruction de ses amis. Personne ne soupçonne le mal qui se cache dans son cœur. C'est ce qui l'aide à réussir. Il peut également faire semblant d'être empathique, d'écouter les autres et de se soucier d'eux, ce qui fait que les autres l'apprécient. Le plus grand atout du traître est la confiance que les gens lui accordent, car il semble digne de confiance. Ses vulnérabilités sont sa solitude, ses remords, son doute, sa paranoïa et ses troubles émotionnels. Parfois, un mentor se transforme en méchant ou trahit le héros. Dans la mythologie nordique, le nain et forgeron Regin adopte Sigurd, qui deviendra plus tard un héros légendaire et un tueur de dragons. Regin aide son fils adoptif à reforger son épée brisée et le convainc de tuer le dangereux dragon Fafnir. Cependant, lorsque le dragon est tué, Sigurd apprend que Regin a l'intention de le trahir et de garder le trésor pour lui-même. Il ne faut pas suivre aveuglément tous les enseignements de son mentor, il est sain de s'interroger sur ses motivations. Il n'y a peut-être pas de pire méchant que le sadique, qui apprécie la cruauté pour elle-même et s'amuse ou prend plaisir à la souffrance psychologique ou physique des autres, y compris des animaux. Il utilise la violence et l'agression pour contrôler et dominer les autres, et aime instiller la peur ou la honte chez les gens. Le sadique humilie les gens en présence d'autres personnes, traite durement une personne sous son contrôle et ment dans le but d'infliger de la douleur aux autres. Le génie criminel ou génie maléfique aime faire étalage de son intelligence supérieure. Ceux qui sont intellectuellement inférieurs sont méprisables à ses yeux, ce qui inclut presque tout le monde. Il élabore des puzzles, des pièges et des expériences complexes, le jeu est toujours truqué en sa faveur. Le mastermind est analytique. Il ne précipite pas les choses, mais réfléchit avant d'agir et résout méthodiquement chaque pièce du puzzle. La principale motivation de ses actes est de prouver qu'il est plus intelligent que tout le monde a tort et qu'il a raison et qu'il est le meilleur dans un domaine ou un talent particulier. Peut-être parce que son génie n'est pas apprécié par les autres, que ses collègues se moquent de lui ou parce qu'il était le nerf de la classe que tout le monde harcelait. Les tueurs en série sont souvent des génies du crime, qui trouvent un plaisir à ne pas se faire prendre et à s'en tirer impunément. Comme on le voit dans le cas de Jack l'Éventreur. Ennemi juré de Sherlock Holmes, le professeur James Moriarty est un génie du crime. Il ne commet pas les crimes lui-même, mais utilise son intelligence et ses ressources pour fournir aux criminels des stratégies criminelles et une protection contre la loi, en échange d'une rémunération. Hannibal Lecter est un autre génie rusé du silence des agneaux. C'est un brillant psychiatre, charmant et très sophistiqué, avec des goûts raffinés en matière d'art, de musique et de cuisine. Il se trouve également être un tueur en série cannibale. Le savant fou est un personnage similaire au cerveau, car tous deux sont intellectuellement brillants. La motivation du savant fou est cependant différente, c'est sa soif de connaissance et d'expérimentation qui le pousse à transgresser les limites éthiques ou à ignorer les conséquences potentielles de ses actes. Il peut soit construire des technologies destructrices, soit mener des expériences dont les résultats le terrifient, comme dans Frankenstein. Le bouffon ou le farceur prospère dans le chaos et la malice. Dans la mythologie nordique, Loki est connu pour ses tromperies et ses ruses. Sa capacité à se métamorphoser lui permet d'atteindre ses objectifs. Il provoque la mort de Baldur, le plus aimé de tous les dieux, et joue un rôle important dans les événements du Ragnarok, la chute des dieux et la destruction de l'ensemble du cosmos. Les belles-mères sont souvent représentées comme des méchantes dans les contes de fées, tout comme les sorcières, qui représentent l'archétype de la mère terrible ou dévorante, Hansel et Gretel, Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse, etc. Dans la mythologie grecque, Médée est connue pour avoir tué ses propres enfants en guise de vengeance contre son mari. Cette méchante est l'opposé de la mère nourricière. Elle est abusive, autoritaire, avare, n'a aucune empathie et est généralement ouverte sur son besoin de pouvoir. L'une des méchantes féminines les plus populaires est la femme fatale, littéralement, femme fatale ou mortelle. Elle ressemble à une veuve noire qui attire ses victimes pour s'accoupler dans sa toile puis les dévore, ou comme dans la Loreley du mythe allemand, une belle sirène ou esprit de l'eau qui chante pour séduire et attirer les hommes vers la mort. Cette méchante essaie d'obtenir l'homme idéal comme amant, et ne se soucie pas des qualités nobles du héros, mais plutôt des besoins superficiels qui peuvent la distraire et la détourner, et lui donner un faux sentiment de valeur. Chaque fois qu'elle s'ennuie, elle passe à sa prochaine victime. Dans l'Ancien Testament, Dalila séduit Samson et parvient à lui couper les cheveux, le privant ainsi de sa force et entraînant sa chute. Une autre figure est Salomé, qui danse si bien qu'elle obtient du roi qu'il exauce son vœu, elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La femme fatale use de séduction et de manipulation pour obtenir ce qu'elle veut.
Il ne faut pas non plus complètement excuser les méchants, mais les ignorer complètement. Il faut plutôt considérer les méchants en même temps que les héros, non pas comme des faire-valoir ou des dichotomies, mais comme les deux faces d'une même pièce. Le méchant représente le yin, contrepoids nécessaire au yang. La plénitude est atteinte par l'union des contraires. L'archétype du méchant exprime notre côté obscur et peut avoir un but cathartique ou thérapeutique. La rédemption du méchant intérieur est inévitablement liée à l'intégration de notre ombre, qui constitue la première étape essentielle vers la réalisation de soi, et c'est peut-être pourquoi l'arc de la rédemption du méchant est si puissant, car il exprime notre potentiel ultime de plénitude. Se voir comme purement bon et ignorer notre capacité à faire le mal, comme le dit Solzhenitsyn, détruira une partie de notre propre cœur. Lorsque les gens s'efforcent d'atteindre la perfection, ils fondent toute leur vision du monde sur un mensonge. Lorsque nous acceptons la réalité que nous sommes tous imparfaits et acceptons à la fois le bien et le mal que la vie a à offrir, nous sommes capables de vivre pleinement ce que signifie être humain et de devenir entier.